2 heures du matin dans un monastère médiéval. L'obscurité enveloppe les dortoirs glacés, les murs de pierre gardent le froid de la nuit d'hiver. Soudain, un fracas de bronze déchire le silence. Un son violent, impérieux, qui ne tolère aucun délai. Dans leurs cellules, les moines sursautent, arrachés au sommeil. Pas le temps de réfléchir, pas de choix possible. Les corps engourdis se lèvent, les pieds nus touchent la pierre gelée. En quelques instants, des dizaines d'hommes convergent vers la chapelle, titubant dans les couloirs sombres. La cloche a parlé. Il faut obéir. Cette scène se répétait chaque nuit dans des milliers de monastères à travers l'Europe médiévale. Mais les moines n'étaient pas les seuls à vivre au rythme de ces instruments de bronze. Du plus humble paysan au plus riche marchand, chaque existence était dictée par les cloches. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les cloches contrôlaient le temps lui-même avant l'invention des horloges mécaniques. Vous verrez comment, de manière surprenante, elles régulaient le travail, le sommeil, la prière et même la météo. Vous comprendrez pourquoi 121 sonneurs sont morts en essayant de maîtriser les tempêtes. Vous explorerez comment ces objets de bronze sont devenus plus puissants que les décrets royaux. Vous assisterez aux cérémonies de baptême élaborées qui transformaient le métal en pouvoir sacré. Vous témoignerez du vol de cloches comme arme de guerre politique. Et vous suivrez la révolte des travailleurs contre cette tyrannie acoustique. Comment de simples objets de bronze ont-ils acquis un tel pouvoir sur les vies humaines? Qu'est-ce qui leur permettait de commander avec une autorité que même les rois enviaient? Voilà les questions au cœur de notre exploration. Nous allons au-delà des châteaux et des monarques pour révéler une structure de pouvoir invisible et pourtant omniprésente. Les cloches n'étaient pas de simples garde-temps. Elles constituaient les instruments d'un contrôle social total, une gouvernance par le son qui pénétrait chaque aspect de l'existence médiévale. Vous découvrirez des morts tragiques, des rituels étranges, des saisies politiques spectaculaires et des rébellions ouvrières. Cette exploration vous offre un regard unique, solidement documenté, sur le monde médiéval tel qu'il était vraiment vécu. Alors installons-nous confortablement pour ce voyage dans le paysage sonore du Moyen Âge. Commençons par comprendre comment les gens du Moyen Âge percevaient le temps lui-même. Avant que les cloches ne résonnent à travers l'Europe chrétienne, le temps n'avait rien de précis. Les civilisations antiques marquaient les heures selon la position du soleil, les cycles agricoles, les rythmes naturels de la lumière et de l'obscurité. Les Romains avaient certes leur cadran solaire et leur clepsydre, ces horloges à eau qui s'écoulaient goutte à goutte pour les classes privilégiées. Mais pour l'immense majorité de la population, la conscience du temps restait floue, approximative, personnelle. On se levait avec le soleil, on travaillait jusqu'à la tombée de la nuit. L'heure exacte n'avait guère d'importance. Le temps se vivait comme une expérience fluide, non mesurée, presque intime dans son imprécision. Puis vint Benoît de Nursie, moine italien du VIe siècle qui fonda l'ordre bénédictin entre 480 et 547 après Jésus-Christ. Son innovation allait transformer non seulement la vie monastique, mais la perception même du temps dans toute la civilisation occidentale. Benoît créa un système révolutionnaire qui divisait le jour et la nuit en 8 moments de prière précis qu'on appelle les heures canoniales, laudes à l'aube, prime au lever du soleil, tierce en milieu de matinée, sexte à midi, none en milieu d'après-midi, vêpres au coucher du soleil, complis au moment du repos. Et la 8e, vigile ou matine, sonnait aux environs de 2 heures du matin. L'objectif était clair,
sanctifier chaque instant par un cycle constant de prière. Aucun moment de la journée ne devait échapper à la présence divine. Et pour Benoît, tous les moines devaient assister à ces offices, sans exception possible. Mais voilà qu'un problème pratique surgit. Comment rassembler des moines dispersés dans différents bâtiments du monastère, à des heures précises, plusieurs fois par jour, et même au milieu de la nuit? La solution se trouvait dans un objet qui allait changer l'histoire. De grandes cloches de bronze dont le son portait à travers tout le domaine monastique. Les premières cloches d'église en Europe remontent au IVe et Ve siècle. En Angleterre, le vénérable Bede mentionne déjà les cloches vers 680 de notre ère. Au cours des 7e et 8e siècles, ces instruments se sont incorporés aux services religieux à travers tout le continent. Le bronze devenait la voix du temps chrétien. Or, entre le XIIe et le XIVe siècle, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le système des heures canoniales, initialement conçu pour les monastères, franchit les murs religieux. Les laïcs adoptèrent cette structure temporelle. Rois, marchands, paysans, tous se mirent à vivre selon le rythme des cloches. Ce qui était pratique monastique devint infrastructure sociale. Les cloches créaient désormais une réalité temporelle, partagée pour des communautés entières. L'innovation géniale de Benoît avait germé pour produire un système de contrôle du temps qui touchait chaque personne, quelle que soit sa position sociale. Le son du bronze définissait quand prier, quand travailler, quand manger, quand dormir. Voici donc comment naît le contrôle acoustique du temps. Mais comment ce système s'est-il répandu pour régir non seulement la prière, mais chaque aspect de la vie quotidienne? Dans un instant, vous découvrirez la terreur nocturne que les moines enduraient, réveillés sans pitié au cœur de la nuit. Imaginez-vous dans votre lit, profondément endormi après une longue journée de labeur physique. La nuit est noire, le froid pénétrant. Soudain, aux environs de 2 heures du matin, la cloche explose dans l'obscurité. C'est Matins, la 8e heure canoniale, celle qui brise la nuit. Vous devez vous lever immédiatement, peu importe le temps qu'il fait, votre état de santé ou votre épuisement. L'office dure 2 à 3 heures. Psalmodie, lecture, prière s'enchaînent dans le froid glacial de la chapelle. En hiver, la situation devient encore plus cruelle. Après Matins venait l'Aude, puis Prime, si rapprochés que souvent les moines ne retournaient même pas se coucher. Le cycle recommençait, alors que la nuit n'était pas terminée. Cette interruption chronique du sommeil n'était pas un accident du système, elle constituait une discipline spirituelle intentionnelle. La philosophie sous-jacente en dit long sur la mentalité médiévale. Rejeter les conforts corporels, c'était démontrer une supériorité spirituelle. Le paquet complet incluait un sommeil perturbé, une alimentation restreinte et des vêtements inconfortables. Ensemble, ces sacrifices prouvaient qu'on était au-dessus des besoins du corps. La privation de sommeil signalait qu'on transcendait les faiblesses de la chair. Les études modernes montrent que les moines médiévaux dormaient en moyenne seulement 6 heures et demie par nuit, contre 7 heures et demie pour les laïcs. Cette différence peut paraître minime, mais accumulée sur des années, sur des décennies, sur toute une vie, l'impact physiologique était considérable. Ce qui est fascinant, c'est qu'au XXIe siècle, des scientifiques ont étudié des moines et des nonnes cloîtrés, qui suivent encore ce rythme ancien. Les résultats sont saisissants. Leur température corporelle augmentait de 85 minutes avant que la cloche de minuit ne sonne. Le corps s'adaptait, se préparait physiologiquement au réveil nocturne. L'organisme anticipait l'assaut acoustique.
Malgré cette adaptation circadienne remarquable, les moines ne pouvaient toujours pas se réveiller naturellement. L'alarme de bronze restait indispensable. Les études ont également documenté des difficultés persistantes. Latence du sommeil, problèmes de durée, dysfonctionnement diurne. Le corps essayait de s'adapter, mais l'adaptation n'était jamais complète. Le prix physiologique demeurait. Mais l'impact des cloches ne se limitait pas aux murs du monastère. Les tours de cloches étaient conçues pour une portée acoustique maximale. Le son voyageait sur des kilomètres. Les citadins entendaient également les cloches de matine à minuit. Même ceux qui n'étaient pas tenus d'assister à l'office se réveillaient. Aucune échappatoire au son. Les cloches pénétraient dans les espaces privés, dans les chambres à coucher, dans les foyers. La domination acoustique ne connaissait pas de frontières entre public et privé. Voilà donc la première leçon. Les cloches contrôlaient le besoin humain le plus intime, le plus fondamental. Le sommeil, cette nécessité biologique universelle, tombait sous le commandement du bronze. Le sommeil n'était que le commencement. Bientôt, les cloches allaient contrôler quand les gens pouvaient travailler, manger et même quitter leur maison. Ce qui nous amène à la diffusion étonnante du temps cloche dans le monde du travail. Voyons maintenant comment les cloches sont devenues les maîtres impitoyables des ouvriers. Dans les villes textiles de Douai et d'Arras, au cœur des Flandres médiévales, une règle stricte gouvernait la vie des tisserands. Interdiction formelle de commencer le travail avant que la cloche ne retentisse. À la fin de la journée, obligation de cesser toute activité dès que sonnaient les vêpres ou les complis. Qui décidait du moment exact où ces cloches retentissaient? Les échevins de la ville et les officiers de l'industrie du drap. Certainement pas les tisserands eux-mêmes. Les travailleurs n'avaient aucun mot à dire sur le rythme qui déterminait directement leur capacité de gagner leur pain. Le contrôle économique passait par le contrôle acoustique. Celui qui commandait les cloches commandait les revenus des ouvriers. Le principe général stipulait que le travail s'étendait du lever au coucher du soleil. Mais voilà le hic. Les jours ne sont pas égaux selon les saisons. En été, une journée de travail pouvait durer 16 heures, ou plus, du premier rayon de lumière jusqu'à l'obscurité complète. En hiver, peut-être seulement 8 ou 9 heures. On utilisait parfois une horloge voisine comme point de référence pour marquer le début et la fin. Certains métiers bénéficiaient d'exceptions. Les fondeurs et d'autres artisans dont le travail nécessitait un processus continu pouvaient poursuivre au-delà des cloches. Leur feu ne pouvait pas être interrompu sans gâcher tout le travail. Mais pour la majorité des travailleurs, la cloche régnait en maître absolu. Les conflits autour des heures d'entrée et de sortie étaient fréquents. À Paris, les ouvriers se plaignaient qu'on les gardait trop tard. Le déséquilibre de pouvoir crevait les yeux. Les maîtres et les dirigeants des guildes contrôlaient le moment où sonnaient les cloches. Les travailleurs ordinaires, eux, subissaient ces décisions. Le ressentiment grandissait. Cette régulation acoustique du labeur engendrait une colère profonde. Les cloches incarnaient une tyrannie quotidienne, tangible, impossible à ignorer. Et puis vint l'année 1274. À Gand, les ouvriers du textile se mirent en grève. Un événement remarquable pour l'époque. La réaction des propriétaires d'entreprises fut rapide et coordonnée. Ils contactèrent les villes voisines et organisèrent une liste noire des grévistes. Aucun travail nulle part dans la région pour ceux qui avaient osé se rebeller. Dans les années 1280, les Flandres connurent une période de tumulte intense, à la fois politique et social. Les maîtres et les compagnons commencèrent à influencer la politique urbaine. Des ordonnances apparurent qui traitaient spécifiquement des grèves et des révoltes ouvertes. L'ironie de la situation saute aux yeux. Les travailleurs luttaient
pour obtenir le contrôle des cloches mêmes qui les opprimaient. Les 3 types de guildes, marchandes, artisanales et sociales, géraient toutes les marchés du travail par le biais du contrôle des cloches. Elles établissaient les règles, décidaient des salaires. Cette gouvernance par le son permettait de baisser les rémunérations et de faire avancer les intérêts des élites au détriment de leurs subordonnés. Difficile pour les travailleurs ordinaires de protéger leurs droits quand les cloches dictaient leurs heures. Le pouvoir acoustique servait l'avancement économique des maîtres. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Entre l'an 1000 et 1200, on inventa les horloges à eau équipées de cloches qui sonnaient automatiquement. Après 1300, les horloges mécaniques à poids apportèrent encore plus de puissance et de précision. Entre 1350 et 1400, plus de 500 horloges mécaniques à beffroi furent installées à travers l'Europe. Quel fut l'effet? Une régulation du travail encore plus précise. Un contrôle encore plus strict. Les cloches des horloges sonnaient automatiquement, on ne pouvait pas négocier avec elles. Aucune échappatoire. Le bronze mécanique ne connaissait ni pitié, ni flexibilité. Voilà donc le modèle qui émerge. Les cloches ne mesuraient pas simplement les heures de travail. Elles traçaient la frontière entre liberté et obligation. Mais leur pouvoir s'étendait encore plus loin. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment les cloches contrôlaient des villes entières par le biais du couvre-feu. Découvrons maintenant l'emprisonnement acoustique nocturne. 20 heures dans une ville médiévale de Grande-Bretagne ou d'Irlande. La nuit commence à tomber. Soudain, la cloche du couvre-feu retentit, son son grave et insistant, se répandant à travers les rues étroites. Le message est sans ambiguïté. Couvrez vos feux, éteignez toutes les lumières, allez vous coucher. Les autorités municipales surveillaient activement le respect de ces ordres, envoyant parfois des patrouilles dans les rues pour vérifier la conformité. La justification officielle invoquait la sécurité contre les incendies. Argument tout à fait raisonnable dans des villes construites presque entièrement en bois, avec des toits de chaume. Une seule étincelle échappée pouvait transformer un quartier entier en brasier, en l'espace de quelques heures. Les incendies urbains constituaient une menace constante et terrifiante. Mais derrière ce prétexte apparemment légitime de sécurité publique, se cachait une réalité politique bien plus sombre. Le contrôle social déguisé en protection. Les origines du couvre-feu remontent à la Rome antique, où il servait à prévenir les assemblées nocturnes séditieuses. Après la conquête normande de l'Angleterre, le couvre-feu fut perçu comme une tyrannie répressive du conquérant. L'objectif visait clairement à empêcher les réunions séditieuses des Saxons turbulents. En France, la cloche du couvre-feu trouvait son origine dans les époques de tumulte et de sédition. Le schéma se répétait, chaque fois que les autorités craignaient la révolte, les cloches du couvre-feu se mettaient à sonner. La peur politique trouvait son expression dans la réglementation acoustique. Mais les cloches ne contrôlaient pas seulement le temps. Elles contrôlaient également l'espace. Les cloches annonçaient l'ouverture et la fermeture des portes de la ville. Impossible de sortir ou d'entrer quand les portes étaient fermées. Les cloches définissaient précisément quand le mouvement devenait possible. Les heures de marché étaient signalées par des sonneries spécifiques. Les rassemblements sociaux n'étaient permis qu'entre certaines cloches. Régulation complète du mouvement, du commerce, de l'assemblée, le tout gouverné acoustiquement. Votre capacité même de vous déplacer dans la ville dépendait du bronze. Le tocsin remplissait de multiples fonctions d'alarme. Incendie, inondation, attaque ennemie, peste, chaque danger avait sa sonnerie. La cloche appelait les citoyens aux armes pour défendre la ville. Elle convoquait les habitants sur la place pour des annonces importantes. Des schémas spécifiques signalaient des urgences spécifiques.
Les citoyens devaient mémoriser toute une langue de sonnerie. Enfants comme adultes devaient acquérir cette littératie acoustique. Compétence essentielle pour la vie médiévale. Ce qui est frappant, c'est le pouvoir politique exercé par le silence des cloches. Ne pas sonner les cloches attendues constituait en soi un message politique. Quand le pape plaçait une ville sous interdit, les cloches se taisaient. L'impact psychologique du silence dépassait parfois celui du son. Les cloches silencieuses signalaient une crise spirituelle et politique. L'anxiété communautaire montait. Le son quotidien familier, rassurant dans sa prévisibilité, disparaissait soudainement. Ce vide acoustique créait un malaise profond. L'exemple ultime de pouvoir politique par le contrôle des cloches nous vient de Russie. En 1478, Ivan III de Moscou soumit la ville de Novgorod. Le symbole de l'indépendance de Novgorod était une cloche particulière, la cloche du Vetché. Cette cloche convoquait l'assemblée municipale, proclamait l'autonomie de la cité. Que fit Ivan après sa conquête? Il saisit la cloche. Pas seulement cela. Il la transporta jusqu'à Moscou. Violence symbolique d'une puissance extraordinaire. Emprisonner la cloche revenait à emprisonner la ville elle-même. Faire taire cet instrument démocratique éliminait l'un des derniers symboles du gouvernement oligarchique. Le bronze qui avait appelé les citoyens libres à s'assembler finissait captif dans la capitale du conquérant. Contrôler quand les gens dormaient, travaillaient et se déplaçaient était déjà impressionnant. Mais les cloches revendiquaient un pouvoir encore plus ambitieux. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment elles prétendaient maîtriser la colère divine et la nature elle-même. Voyons maintenant les rituels étranges qui transformaient le bronze en arme sacrée. Au XIe siècle, en France, une pratique remarquable fit son apparition. Le baptême des cloches. Cérémonie élaborée où l'on traitait des objets de métal comme des êtres vivants. L'évêque lavait la cloche avec de l'eau bénite, exactement comme on baptisait un nouveau-né. Puis venait l'onction. De l'huile des infirmes, appliquée 7 fois à l'extérieur. Du crème sacrée, appliquée 4 fois à l'intérieur. 7 psaumes étaient chantés sur le bronze. On marquait la cloche du signe de la croix. Un encensoir fumant était placé dessous. Enfin, la cloche recevait un nom, donné par son parrain. Ce rituel allait perdurer pendant près de 1200 ans. L'Église se trouvait dans une position délicate vis-à-vis de cette pratique. Techniquement, seuls les êtres humains pouvaient recevoir le sacrement du baptême. Problème théologique évident. La position officielle de l'Église consistait à tolérer la métaphore sans jamais la reconnaître formellement. Pourquoi permettre cette ambiguïté? Parce que la pratique était trop populaire, trop enracinée pour être éliminée. Et d'un point de vue pratique, elle renforçait l'autorité sacrée des cloches. L'Église y gagnait au change. Mais que demandait exactement l'évêque dans sa prière? Au son de cette cloche, que les démons soient mis en fuite, qu'elle protège des tempêtes, qu'elle appelle les fidèles à la prière. Par cette bénédiction, le bronze devenait un sacramental, un objet doté d'efficacité spirituelle. La cloche acquérait un pouvoir surnaturel. Plus seulement un instrument musical ou un signal pratique. Désormais une arme contre les forces des ténèbres. Les inscriptions gravées sur les cloches proclamaient cette puissance. La devise latine la plus célèbre déclarait « J'appelle les vivants, je pleure les morts, je brise la foudre ». Encore plus ambitieuse, la cloche du pape Grégoire IX au XIIIe siècle, à Assise, annonçait « Je détermine le sabbat, je pleure les funérailles, je brise la foudre, je réveille les paresseux, je dompte les cruels, je disperse les vents ».
une inscription catalane allait encore plus loin. « Je loue le vrai Dieu, j'appelle le peuple, je rassemble le clergé, je pleure les morts, je chasse les pestes, j'honore les fêtes. Ma voix est la terreur de tous les démons. » Les thèmes restaient constants. Pouvoir sur les démons, la météo, la mort, la maladie. Pour comprendre pourquoi ces affirmations semblaient crédibles, il faut saisir la cosmologie médiévale. Les démons se tapissaient dans l'atmosphère, attendant de saisir les âmes ou de créer des tempêtes. La légende dorée, texte populaire compilé vers 1260 par Jacques de Voragine, expliquait que les cloches sonnaient pendant le tonnerre, afin que les démons et les esprits mauvais soient confondus et prennent la fuite. La sanction papale venait du sommet. En 968, le pape Jean XIII baptisa la cloche de la cathédrale du Latran de son propre nom. Approbation ecclésiastique au plus haut niveau de la hiérarchie. Cette croyance persista bien au-delà du Moyen Âge. Au XVIe siècle, l'archevêque Olaus Magnus déclarait comme fait bien établi que les cloches sauvaient les villes de la foudre. En 1673, le professeur franciscain Léalus enseignait encore l'action des démons dans les tempêtes et le pouvoir des cloches contre eux. Aucun scepticisme, même parmi le clergé éduqué. Tandis que la révolution scientifique progressait dans d'autres domaines, la foi dans le pouvoir des cloches demeurait intacte. La fonction sociale de ces cloches sacrées mérite réflexion. Elle protégeait toute la communauté des menaces surnaturelles. Sécurité collective. Nobles comme paysans bénéficiaient également de la protection acoustique. L'Église renforçait son autorité. Seule, elle pouvait accomplir le rituel de baptême. Monopole sacré sur l'infrastructure acoustique protectrice. Qui contrôlait les cloches bénies, contrôlait la sécurité spirituelle de tous. Mais cette croyance au pouvoir surnaturel des cloches allait avoir des conséquences mortelles. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons pourquoi plus de 100 sonneurs sont morts en l'espace d'une seule génération. L'histoire tragique de la foi qui tue commence maintenant. La logique semblait parfaite selon la pensée médiévale. Le son des cloches dispersait le tonnerre et les tempêtes. Par conséquent, il fallait sonner les cloches pendant les orages pour protéger la communauté. Le devoir était clair. Dès que les nuages noirs s'amoncelaient, dès que les premiers grondements se faisaient entendre, les sonneurs se précipitaient vers les tours. La mise en place créait les conditions parfaites pour l'électrocution. Des cordes mouillées, des cloches en métal, des tours élevées. Conducteur parfait. Le résultat était prévisible, même si personne à l'époque ne comprenait l'électricité. Les chiffres glaçant le sang. En Allemagne, entre 1750 et 1783, 121 sonneurs furent tués par la foudre. En France, entre 1753 et 1786, 103 sonneurs furent électrocutés. En 1784, une publication allemande exposa le massacre. La réaction publique fut un choc face à l'ampleur des morts. L'ironie tragique sautait aux yeux. Les cloches destinées à protéger devenaient instruments de mort. Pourquoi fallut-il si longtemps pour arrêter cette pratique mortelle? Des siècles de tradition avaient profondément enraciné le comportement. Devoir sacré. Les sonneurs croyaient sincèrement qu'ils sauvaient leur communauté. Refuser de sonner pendant une tempête revenait à abandonner ses voisins. La pression sociale était immense. L'autorité de l'Église hésitait à admettre son erreur. Institution lente à se réformer. Certains préféraient blâmer les péchés des sonneurs plutôt que la pratique elle-même. Explication commode qui préservait la croyance centrale. Le tournant arriva en 1786.
Le Parlement de Paris émit un édit interdisant formellement de sonner les cloches pendant les orages. Pénalité légale pour les violations. Mais la résistance persista. Nombreuses furent les communautés qui continuèrent malgré l'interdiction. Le changement se fit graduellement. Il fallut des décennies pour que la pratique cesse complètement. L'âge scientifique émerge, avec sa compréhension nouvelle de l'électricité, rendit l'interdiction crédible. La science finit par l'emporter sur la superstition, mais le bilan humain avait été terrible. Cet épisode illustre parfaitement l'épistémologie médiévale. L'autorité l'emportait sur l'observation. Le nombre de morts fut ignoré, la pratique continua. Les décès s'expliquaient par la volonté divine, pas par des causes naturelles. Seule l'intervention légale de l'État fonctionna. Ni la science, ni le décompte des morts, mais le pouvoir étatique mit fin à la tuerie. Que révèle tout cela sur le pouvoir des cloches? Elles commandaient aux gens de mourir pour elles. Obligation sacrée si puissante que la mort constituait un prix acceptable. Aucun décret royal n'avait d'équivalent. Les rois ne pouvaient pas faire en sorte que leurs sujets meurent volontairement avec une telle fréquence. La dévotion acoustique s'avérait plus impérieuse que l'instinct de conservation. Les autres devoirs dangereux ne manquaient pas. L'entretien des cloches était coûteux et physiquement périlleux. En témoigne la paroisse de Sainte-Marguerite à Westminster, qui paya un shilling pour faire sonner les cloches lors de l'exécution de Marie reine d'Écosse. Dépenses substantielles. Les salaires des sonneurs représentaient une portion significative du budget de l'Église. Malgré l'importance et le danger, le statut social restait bas. Les risques professionnels allaient au-delà de la foudre. Chute mortelle, brûlure par frottement des cordes, surdité progressive. Les morts des sonneurs révèlent le pouvoir ultime des cloches, la capacité de commander le sacrifice. Mais comment ces instruments puissants étaient-ils fabriqués? Explorons maintenant l'art mystérieux des fondeurs de cloches. Découvrons les secrets du bronze qui gouvernait. Au Moyen Âge, les fondeurs de cloches étaient des artisans itinérants qui voyageaient de village en village, portant avec eux un savoir précieux et mystérieux. Ils n'avaient pas d'atelier permanent. À la place, ils construisaient des fournaises temporaires dans des fosses creusées près des églises, transformant temporairement les terrains sacrés en ateliers industriels. La raison pratique saute aux yeux. Les cloches pesaient 1000 livres ou plus, certaines atteignant plusieurs tonnes pour les grandes cathédrales. Impossible de les transporter avant la coulée sans équipement moderne. La solution consistait à couler la cloche à la base même de la tour, puis à la hisser directement en position au moyen de systèmes de poulies et de cordes. Opération dangereuse qui nécessitait parfois des dizaines d'hommes. Les fouilles archéologiques ont révélé des traces de ces fournaises dans les terrains d'église à travers toute l'Europe, de la Grande-Bretagne à la Pologne. Preuve tangible de ce savoir-faire nomade qui traversait les frontières et les royaumes. Les techniques de fabrication restaient jalousement gardées. Théophile le prêtre, qui vécut approximativement entre 1070 et 1125, écrivit un traité intitulé « De diversis artibus » entre 1100 et 1120. Seul traité complet sur les arts médiévaux à avoir survécu. 3 livres couvrant la peinture, le verre et le travail des métaux. La section sur les cloches apparaît dans le livre métallurgique. Le moine bénédictin Walter de Hoddington décrivit au XIIIe siècle la technique de la cire perdue pour couler les cloches. Les fondeurs protégeaient farouchement leur méthode. Ce savoir représentait leur gagne-pain, leur pouvoir sur le marché. En 2018 survint une percée historique remarquable. Pour la première fois depuis des siècles,
une cloche carolingienne fut coulée en suivant exactement les instructions de Théophile. Précision historique absolue. Reproduction des méthodes du haut Moyen Âge. La signification dépasse l'exercice académique. Cela prouvait que le traité était pratique, pas seulement théorique. Les instructions fonctionnaient réellement. On pouvait recréer le son exact du IXe siècle. L'alliage du bronze constituait une alchimie sonore. La composition optimale combinait 80% de cuivre et 20% d'étain. Au Moyen Âge, la proportion d'étain variait typiquement entre 20 et 25%. Les premières cloches avaient un ton médiocre en raison d'alliages variables et de formes incorrectes. L'évolution s'accéléra au XIIIe siècle. Les profils s'améliorèrent spectaculairement. Révolution musicale, basée sur une meilleure compréhension de la façon dont la forme affecte les harmoniques. La cloche de Saint Pedro de Coruche, datant du XIIIe siècle, représente cette percée évolutive. Le son devint plus pur, plus puissant, plus porteur. Mais le bronze coûtait cher. Le cuivre et l'étain étaient tous deux des matériaux coûteux. Qui pouvait se permettre de telles dépenses? Les églises, les villes riches, les monastères puissants. Les méthodes de financement variaient. Donations communautaires, trésors ecclésiastiques, mécénat noble. Investissement majeur. Une cloche représentait un engagement financier considérable. Message social inscrit dans le bronze. La taille et la qualité de votre cloche démontraient la richesse et la piété de votre communauté. L'archéologie acoustique moderne offre une fenêtre fascinante sur le passé. En combinant la science des matériaux avec l'acoustique musicale, les chercheurs peuvent reconstruire virtuellement le son de cloches brisées. Des modèles informatiques prédisent le son original. Des méthodes expérimentales testent des fragments pour comprendre la composition d'origine. Découverte extraordinaire. On peut entendre des cloches médiévales des siècles après qu'elles se soient fissurées. Le paysage sonore médiéval ressuscite par la reconstruction scientifique. L'architecture des tours jouait un rôle crucial dans la projection du son. Entre le VIe et le Xe siècle, les tours étaient simples et rondes, avec de petites ouvertures en arc près du sommet. Après le Xe siècle, le plan carré devint la norme à Rome et en Lombardie. Les éléments décoratifs apparurent. Bandes verticales saillantes appelées lésènes, corniches à arcades. Le style vénitien développa des tours hautes, minces, effilées avec des beffrois ouverts et des arcades. Les caractéristiques d'ingénierie incluaient des fondations robustes pour supporter le poids énorme des cloches. Des murs épais en maçonnerie porteuse avec des ouvertures stratégiques. La libération acoustique passait par des ouvertures cintrées et des niveaux de beffroi à persiennes pour maximiser la propagation du son. La conception minimisait la résistance au vent tout en maximisant la portée acoustique. La stratégie du paysage sonore reposait sur la proéminence verticale. Les tours devaient être aussi hautes que possible. Emplacement stratégique. Sommet de colline, centre-ville pour une couverture maximale. L'aspiration gothique du XIIe au XVIe siècle faisait de la hauteur synonyme de domination acoustique. Le son pouvait voyager sur des kilomètres dans le calme pré-industriel. Les zones se chevauchaient. Plusieurs églises créaient des territoires acoustiques superposés. Ces instruments soigneusement conçus créèrent une expérience entièrement nouvelle de la vie urbaine. Voyons maintenant le paysage sonore médiéval lui-même. Plongeons dans l'océan de bronze qui baignait les villes. Chaque église possédait ses cloches avec des schémas différents pour différentes occasions. Sonnerie constante tout au long de la journée. Diverses cloches tintaient en permanence,
créant une symphonie urbaine complexe et cacophonique. Quand toutes les cloches sonnaient ensemble pour les grandes fêtes religieuses, la ville devenait véritablement assourdissante. Le volume sonore dépassait largement ce qu'un habitant moderne pourrait imaginer. Même le plus petit village avait sa cloche d'église, souvent l'objet le plus précieux et le plus coûteux que possédait la communauté. L'époque s'en montre, les cloches faisaient avancer la cité à travers sa journée, dictant chaque transition. Aucune échappatoire au son. Fermer les fenêtres n'aidait guère, car le bronze traversait les murs de pierre et de bois. Le bronze rythmait chaque instant, du lever au coucher. Florence offre l'exemple parfait de la chorégraphie sonore urbaine. Les églises ajustaient leurs heures de sonnerie de manière coordonnée. Un schéma sonore distinct se déplaçait à travers l'espace de la ville. Rythme quotidien dicté par le son. Les citoyens savaient où ils se trouvaient selon les cloches qu'ils entendaient. Fusion du temps et de l'espace. L'heure et le lieu communiquaient simultanément par le bronze. Carte acoustique de la ville gravée dans la mémoire collective. Phénomène curieux. La perception médiévale ne correspondait pas à la réalité mesurable. Les gens médiévaux considéraient les cloches comme le son le plus fort. Les mesures modernes prouvent le contraire. Pourquoi cette divergence? L'impact social amplifiait le volume perçu. La domination psychologique, le sens attribué aux cloches les faisait paraître plus fortes qu'elles ne l'étaient physiquement. L'autorité amplifiait le volume perçu. Le pouvoir des cloches rehaussait leur présence acoustique. Depuis le Moyen Âge, les cloches créaient ce que les chercheurs appellent des communautés sonores. Elles fournissaient de l'information, l'heure, les urgences, les événements, le statut social. L'identité communale se forgeait par l'expérience acoustique partagée. Voix de Dieu. Les cloches symbolisaient l'autorité divine. Voix du pouvoir. Elles symbolisaient également l'autorité gouvernementale. Marque sonore, caractéristique. La civilisation européenne se définissait par ses cloches. L'expérience acoustique différait entre ville et campagne. Dans les villes, cloches superposées, plus bruit du marché, plus animaux, plus construction. Quartier serré. Le son inévitable dans les peuplements denses. Dans les zones rurales, les cloches portaient sur des kilomètres à travers les terres ouvertes. Fermes isolées, trop éloignées pour entendre les cloches. Elles comptaient sur les coqs, le soleil. Vie villageoise. La cloche d'église comme encre du rythme quotidien. Sons agricoles, bétail, coupe de bois, cassage de pierre. Outils remplissaient la journée rurale. La hiérarchie sociale du son méritait une attention particulière. Le nombre de coups pour annoncer une naissance indiquait immédiatement le statut familial aux oreilles de tous. Un noble pouvait recevoir 20 ou 30 coups, un marchand riche peut-être 10, un artisan 5, un paysan seulement 2 ou 3. Les cloches de mariage révélaient encore plus de distinctions. La richesse déterminait non seulement la durée, mais aussi l'élaboration du schéma de sonnerie. Certaines familles payaient pour des heures entières de célébrations sonores. Les cloches funéraires offraient le spectacle le plus frappant de cette stratification. L'annonce d'un décès variait radicalement selon le paiement effectué et la classe sociale du défunt. Un évêque ou un noble pouvait recevoir un glas prolongé sonnant pendant des heures, tandis qu'un pauvre recevait à peine quelques tintements rapides. Expression publique de statut. La sonnerie des cloches rendait l'inégalité non seulement visible, mais audible, impossible à ignorer. Affichage acoustique permanent. Tout le monde dans la communauté entendait exactement votre position sur l'échelle sociale. Aucune intimité possible. Même les événements de vie les plus intimes, naissance, mariage, mort, étaient diffusés publiquement par les cloches à toute la communauté.
Les paysages sonores n'étaient pas toujours acceptés passivement. L'appel de la cloche pouvait être rejeté. Des cloches concurrentes d'autorités différentes pouvaient entrer en conflit. La signification des schémas de cloches était parfois contestée. En France, jusqu'aux années 1860, les communautés volaient les cloches rivales. Guerre par enlèvement de cloches, prestige et honneur en jeu. Perdre sa cloche menaçait la réputation de la communauté. Violence acoustique. Faire taire la cloche d'un autre équivalait à la domination. Surcharge d'informations? Les citoyens devaient mémoriser de nombreux schémas de cloches. Variation du tocsin, alarmes différentes pour incendie, attaque, inondation. Cloche de service, schémas différents pour différentes occasions religieuses. Cloche civique, ouverture et fermeture des portes, heure de marché, couvre-feu. Courbe d'apprentissage. Les enfants grandissaient en apprenant à comprendre le langage des cloches. Littératie acoustique. Compétence essentielle pour la vie médiévale. Ce paysage sonore complexe façonnait tous les aspects de l'existence. Mais que signifiait vraiment tout cela? Que pouvons-nous apprendre des cloches médiévales sur le pouvoir, le contrôle et la communauté? Réfléchissons maintenant aux leçons plus larges. Voyons pourquoi le bronze gouvernait mieux que les couronnes. Le paradoxe central mérite réflexion. Les décrets royaux nécessitaient des messagers, l'alphabétisation, l'application de la loi. Les commandements des cloches, instantanés, universels, impossibles à ignorer, portée géographique. La parole du roi pouvait mettre des jours ou des semaines à se répandre. Portée acoustique. La cloche entendue immédiatement par tous dans un rayon de plusieurs kilomètres. Conformité. La loi royale nécessitait des soldats pour être appliquée. L'obéissance aux cloches, automatique, intériorisée, rarement remise en question. Le pouvoir de l'ubiquité changeait tout. Les rois dans leur capitale, distants, rarement vus par la plupart des sujets. Les cloches partout, chaque village, chaque quartier. Contact quotidien. On entendait les cloches plusieurs fois par jour. Aucun intermédiaire. La cloche parlait directement à tous simultanément. Tyrannie démocratique. Elle affectait nobles et paysans également. Aucune distinction de classe face au bronze. Le pouvoir du rituel et de la sainteté s'avérait déterminant. L'autorité royale reposait sur le droit divin, concept théorique. L'autorité des cloches, littéralement baptisée, bénie, sacrée, pouvoir tangible. Efficacité spirituelle prouvée. Les rois offraient une défense militaire occasionnelle. Les cloches offraient une protection quotidienne contre les démons, les tempêtes, les maladies. Protection continue. Laquelle importait le plus? La sécurité spirituelle immédiate versus l'autorité politique distante. Le pouvoir de la discipline intériorisée dépassait toute contrainte externe. Application externe. Les rois avaient besoin de tribunaux, de prisons, de soldats. Application interne. L'obéissance aux cloches devenait habitude, réflexe. Socialisation. Les enfants grandissaient en répondant automatiquement. Conditionnement psychologique. Réponse pavlovienne au son de cloche. Autosurveillance. Les membres de la communauté appliquaient la conformité aux cloches les uns sur les autres. Aucune rébellion. Des générations de conditionnement rendaient la résistance presque impensable. L'économie du contrôle révélait une efficacité redoutable qui mérite analyse. Bureaucratie royale. Administration coûteuse nécessitant scribes, messagers, collecteurs d'impôts, juges, prisons et bien sûr une armée permanente. Coûts récurrents énormes année après année. Infrastructure des cloches, coût de construction unique, même si élevé, puis entretien minimal pendant des décennies ou des siècles. Une cloche bien fabriquée pouvait fonctionner pendant 300 ans ou plus avec seulement des réparations mineures. Rentabilité spectaculaire.
Les cloches beaucoup moins chères qu'une armée permanente, tout en produisant peut-être plus de conformité quotidienne. Retour sur investissement pour l'Église véritablement remarquable. L'investissement initial dans les cloches payait des dividendes en conformité pendant des générations, voire des siècles. Coût partagé révélait un génie particulier du système. Les communautés finançaient souvent elles-mêmes leurs propres instruments de contrôle, contribuant avec fierté au fonds pour acheter ou améliorer leurs cloches. Ironie suprême, les gens payaient volontairement pour les objets qui régulaient leur existence. Quand les cloches et les rois entraient en conflit, les enjeux se clarifiaient. La querelle des investitures, dispute sur qui nommait les évêques. Bataille fiscale, Église contre couronne sur la taxation des terres ecclésiastiques. Contrôle des cloches. Qui décidait quand les cloches sonnaient, contrôlait la gouvernance. Cloches séculières. Les hôtels de ville installant leurs propres cloches revendiquaient l'autorité. Pouvoir partagé. Après le XIIe siècle, Église et État utilisaient tous deux les cloches. Souveraineté acoustique. Le contrôle du paysage sonore équivalait à la légitimité politique. Bien sûr, le pouvoir des cloches avait ses limites. Infrastructure requise. Impossible de fonctionner sans tour, fondeur, sonneur. Pouvait être saisi. Ivan III volant la cloche de Novgorod. Pouvait être réduites au silence. Interdit. Confiscation. Objet physique. Contrairement aux idées, pouvait être détruit. Mais résilience remarquable. Le système dura un millénaire avec peu de changements. Longévité extraordinaire. Le parallèle moderne soulève des questions troublantes. Questions contemporaines. Qu'est-ce qui nous contrôle le plus, le gouvernement ou les téléphones intelligents? Cloche de notification. Équivalent numérique des cloches médiévales. Toujours accessible. Impossible d'échapper aux signaux acoustiques ou numériques. Obéissance intériorisée. Réponse automatique aux bips et aux sonneries. Surveillance volontaire. Nous payons pour nos propres dispositifs de contrôle. Leçon médiévale. Le contrôle le plus efficace est omniprésent, immédiat et intériorisé. Qu'est-ce qui rendait les cloches différentes? Combinaison de facteurs, religieux, pratiques, politique, acoustique, ensemble. Multifonctionnel. Temps, alarme, convocation, protection, statute, infrastructure unique. Impact transversal. Tout le monde soumis aux cloches quel que soit le statut. Totalitarisme temporel. Contrôlait non seulement les actions, mais la perception du temps elle-même. La réponse ultime, les cloches contrôlaient plus que les rois, parce qu'elle contrôlait la structure invisible de la vie quotidienne. Des réveils de minuit aux morts par la foudre, des grèves ouvrières au baptême de cloches, nous avons exploré comment les instruments de bronze ont façonné la civilisation médiévale. Que nous enseigne cette histoire sur le pouvoir, la communauté et le contrôle? Réfléchissons maintenant. Notre voyage à travers le paysage sonore médiéval nous a mené des monastères aux ateliers, des tours de cloches aux champs de bataille acoustiques. Nous avons exploré les cloches comme maîtres du temps, régisseurs du travail, objets sacrés, outils politiques. 121 sonneurs sacrifiés à la croyance au pouvoir des cloches. La portée s'étendait du sommeil des moines aux heures des ouvriers, au mouvement des citoyens. La transformation fut complète. De simples objets de bronze devinrent l'infrastructure même de la société médiévale. L'intuition clé émerge clairement. Le pouvoir le plus efficace opère par la routine acceptée, non par la force manifeste. Les gens médiévaux ne percevaient pas les cloches comme oppressives. Ils les voyaient comme utiles, protectrices, nécessaires. Contrôle naturalisé. Si profondément intégré dans la vie quotidienne que les alternatives devenaient inimaginables. Légitimation sacrée. La bénédiction religieuse rendait la résistance sacrilège. Complicité communautaire. Les gens participaient à leur propre régulation.
La leçon résonne à travers les siècles. Les systèmes de contrôle les plus puissants ne ressemblent pas à du contrôle. Mais réduire les cloches à de purs instruments d'oppression serait une erreur. Elle créait également une communauté authentique, expérience temporelle partagée. Tout le monde vivant dans un rythme synchronisé. Identité collective. Les communautés sonores liées par l'expérience acoustique, réseau d'information. Les cloches fournissaient une communication cruciale. Ambivalence nécessaire. Le même système qui contrôlait aussi connectait. Complexité historique. Les cloches médiévales étaient à la fois libératrices par la coordination et limitantes par la régulation. Le rejet restait possible. Les communautés refusaient parfois l'appel de la cloche. Le vol de cloches témoignait de leur valeur. Guerre acoustique démontrant les enjeux. Les grèves ouvrières montrèrent des travailleurs luttant pour le contrôle du moment des sonneries. Pas de contrôle total. La résistance existait même dans ce système apparemment totalitaire. Agentivité humaine. Les gens médiévaux n'étaient-ce pas des récepteurs passifs? Nuance historique, histoire de négociation, pas seulement de domination. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, les parallèles troublent. Les cloches d'aujourd'hui, réveil, notification de téléphone intelligent, horaire de travail. Même fonction. Elles nous réveillent, nous disent quand travailler, contrôlent nos mouvements. Obéissance intériorisée. Nous répondons automatiquement au bip numérique. Adoption volontaire. Nous payons pour des appareils qui nous régulent. Différences clés. Les cloches médiévales imposées par l'Église et l'État, les cloches modernes que nous choisissons. Vraiment? La nécessité économique rend la possession de téléphones intelligents quasi obligatoire. Continuité plus profonde. Les sociétés humaines semblent avoir besoin d'infrastructures de coordination temporelle. Que pouvons-nous apprendre de tout cela? Conscience critique. Reconnaître les systèmes de contrôle invisibles dans nos vies. Questionner le naturel. Ce qui semble inévitable peut être historiquement contingent. Équilibre nécessaire. Les outils de coordination servent de véritables besoins sociaux. Mais danger présent. Ces mêmes outils permettent un contrôle sans précédent. Sagesse médiévale. Les communautés qui contestaient les significations des cloches maintenaient leur capacité d'agir. Application moderne. Nous pouvons questionner et remodeler notre environnement acoustique et numérique. Pas d'inévitabilité. Les rythmes sociaux sont conçus, peuvent être reconçus. La réponse médiévale était claire. Les cloches contrôlaient plus que les rois. La question moderne se pose avec urgence. Qu'est-ce qui nous contrôle plus que le gouvernement? Candidats multiples. Algorithmes des médias sociaux. Horaires de travail. Systèmes économiques. Fil conducteur. Le contrôle le plus puissant opère par les rythmes quotidiens. Contrôle du temps égale contrôle de la vie. Qui façonne vos heures façonne votre existence. Perspective historique. Comprendre le contrôle passé nous aide à voir le contrôle présent. Valeurs de l'histoire. Les cloches médiévales nous apprennent à entendre l'invisible. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le paysage sonore médiéval. J'espère que cette exploration a changé la façon dont vous entendrez les cloches d'église quand vous les rencontrerez aujourd'hui. Ces instruments de bronze nous rappellent que le pouvoir prend de nombreuses formes, pas toutes visibles. Vous avez maintenant découvert pourquoi 121 sonneurs sont morts en essayant de contrôler les tempêtes. Vous comprenez comment les cloches de 2 heures du matin tourmentaient les moines pendant des siècles. Vous avez vu comment les travailleurs se sont battus contre la tyrannie acoustique. Vous savez pourquoi les églises baptisaient le bronze comme s'il était humain. Et vous avez appris pourquoi de simples cloches contrôlaient plus de vie que les rois ne pouvaient jamais le faire.
Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire médiévale, je serais reconnaissant si vous donniez un like à cette vidéo. Partagez-la avec toute personne fascinée par la façon dont le pouvoir fonctionne réellement dans la société. Abonnez-vous pour plus d'exploration d'histoires cachées et de structures invisibles. Et laissez un commentaire. Quelle cloche moderne contrôle votre vie quotidienne? Quel parallèle contemporain vous a le plus frappé? N'oubliez pas, la prochaine fois que vous entendrez une cloche d'église, vous entendrez un écho de la gouvernance acoustique médiévale. Un instrument qui réveillait autrefois les moines à minuit, réglait les heures des travailleurs et prétendait contrôler les tempêtes. Les cloches sonnent toujours, mais maintenant nous comprenons ce qu'elles signifiaient vraiment. Merci de m'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, continuez à questionner ce qui semble naturel.